L'année 2023 a été riche en émotions en ce qui concerne le cinéma. Au printemps, la polémique entre les macronistes et Justine Triet suite à son discours à Cannes. L'été a vu naître la rivalité marketing entre Barbie et Oppenheimer, deux films très moyens. Les droitards ont passé une partie de l'automne à pleurer sur la représentation de Napoléon par Ridley Scott. Et cet hiver, le monde de l'entre-soi bourgeois du cinéma français a défendu en grande partie Gérard Depardieu, pourtant mis en examen pour viol. Je propose qu'on parle un petit peu cinéma, avec mon classement des 10 meilleurs films sortis cette année. L'Envol a été réalisé par Pietro Marcello. Ça a été le premier film de ce réalisateur que j'ai vu, donc je savais pas vraiment à quoi m'attendre, mis à part que c'était un réalisateur qui avait pour volonté de coller au réel, comme le prouvent les nombreux documentaires qu'il a réalisés avant de se mettre à la fiction. L'Envol, ça raconte l'histoire de Raphaël, un soldat qui revient de la guerre en 1919 après que sa femme soit décédée. Il doit vivre avec ce deuil et également la naissance de sa fille, Juliette, jeune fille solitaire qui rencontre un jour une magicienne qui lui promet que des voiles écarlates viendront un jour l'emmener loin de son village. Dès les premiers plans, j'ai été frappé par la photographie magnifique de ce film. J'ai pas trouvé énormément d'informations, mais j'ai l'impression qu'il y a eu une reproduction de procédés anciens pour coller aux images de l'époque. Ce qui, en plus de donner des images assez fortes, favorise l'immersion. On peut, il me semble, également trouver quelques images d'archives, ce qui est logique vu le passé documentariste de Marcello. Le film dénote aussi par son choix des acteurs au physique crédible, surtout le personnage principal, un ébéniste qui a donc logiquement des mains épaisses et usées par exemple. C'est le cinéma que j'adore particulièrement, et la plupart des films de mon classement vont retrouver ces traits-là. Pas au peu de musique de fond, une certaine sobriété dans la mise en scène, et le spectateur n'est pas guidé par la narration. C'est à lui de comprendre ce qu'on lui montre. J'aime pas vraiment les règles scénaristiques comme j'ai pu le développer dans ma critique de Voyage en Italie, mais s'il y en a bien une que je dois retenir, c'est le show don't tell. Le cinéma a pour but de montrer au spectateur pour lui faire comprendre ou ressentir. Il ne faut pas lui dire les choses, et c'est exactement ce que fait ce film. Parler de différents thèmes sans jamais les expliciter clairement. L'un des thèmes abordés, c'est celui des masculinités. Deux formes s'opposent. D'un côté, il y a la figure du père, traditionnel, dur, froid et imperturbable, et de l'autre, le personnage incarné par Louis Garrel, qui représente selon les dires du réalisateur l'homme moderne, fragile, instable et casse-cou. À plusieurs moments dans le film, est également abordé le thème du féminicide et du viol, et les deux sont représentés comme quelque chose de structurel. Ce n'est pas de l'homme qui a tué la femme du personnage principal dont va se méfier le village, mais du veuf. Et à cause de cette culture-là, les féminicides et les viols se reproduisent génération après génération. On peut aussi trouver la symbolique de la main comme l'outil et la force de travail du travailleur, de l'ouvrier, mais aussi de l'artisanat. Il y a également la symbolique de la main comme l'entraide et la collectivité. Par exemple, il y a un plan sur une main qui est pas tendue du coup pour sauver quelqu'un de la noyade. Et ça, c'est une volonté claire du réalisateur parce que le film est saut sur la citation « On peut faire de prétendus miracles de ses propres mains ». L'Envol, c'est donc un film qui définit plutôt bien mes goûts en cinéma pour cette année 2023, et c'est donc une parfaite entrée en matière pour mon classement de l'année. Tengo Sueños Eléctricos est un film costaricain qui a été réalisé par Valentina Maurel. Le film s'ouvre sur une scène où 4 personnes sont dans une même voiture. Alors que de la musique sort de la radio, le père conduit tandis que la mère est sur le siège passager et les deux enfants, une adolescente et une plus jeune, sont à l'arrière. Les parents ont l'air d'avoir du mal à supporter et la mère finit par éteindre la musique. Le climat malsain et violent se ressent alors encore plus dans le regard de chacun. Une fois arrivé à destination, le père sort de la voiture pour aller frapper à répétition sa tête contre le portail de leur maison jusqu'à en saigner, pendant que la mère monte le son de la radio pour camoufler le bruit des chocs, tout en disant à ses filles de ne pas faire attention à lui, ce à quoi l'adolescente n'obéit pas, en descendant de la voiture pour observer son père. Tout se déroule quasiment sans un mot, mais tout le contexte est posé. La famille, qui semblait vivre dans un climat assez violent, va se séparer, probablement à cause des excès de colère du père. Et l'adolescente n'a pas l'air décidée à abandonner son père, ce qui va se confirmer par la suite. Tout le reste de l'histoire montre Eva, l'adolescente, qui va chercher à vivre près de son père, fuyant la relation conflictuelle qu'elle a avec sa mère. Et c'est premièrement cette représentation non caricaturale que j'ai aimée avec le film. Le père, bien qu'ayant probablement des problèmes psychologiques, qui ont d'ailleurs mené à la destruction de la famille, n'est pas dépeint simplement comme un monstre. Sa fille a de l'empathie pour lui, car elle semble comprendre qu'il essaie tant bien que mal de faire de son mieux avec ses soucis psychologiques ou socio-économiques. Ou du moins, c'est ce qu'elle se convainc de croire. J'ai également adoré la représentation de l'ado dans le film, complètement aux antipodes des stéréotypes des films états-uniens par exemple. Ici, l'ado est sale, indécise, jalouse, et elle fait parfois des choses immorales, mais qu'on peut comprendre en raison du contexte compliqué qu'elle vit. J'ai également apprécié comment sont représentés les rapports hommes-femmes dans le film. Les hommes sont d'abord montrés comme indésirables, des intrus, comme lorsque Eva embrasse un garçon de son âge et que leur baiser est gênant en raison de l'insistance du garçon, ou encore quand son père rentre dans la salle de bain lorsque Eva aide son ami ivre à se laver. Et cette représentation, elle va arriver à son paroxysme lors de la relation entre Eva et l'ami de son père, qui est je pense de 25 ans son aîné, et la scène très étrange qui en résulte. Bref, malgré quelques petits points qui m'ont déplu comme le montage que je trouve assez formel avec des simples chants contre chants en gros plan, ou encore la gestion du bruit, qui pour moi n'est présent que pour servir le scénario, car le bruit disparaît dès que l'intrigue a besoin de silence, Tengo Sueños Eléctricos est pour moi un film très intéressant dans sa façon de représenter l'adolescence, plus principalement celui d'une femme, et son rapport avec les adultes, dont son père.
Showing Up a été réalisé par Kelly Richard et ça raconte simplement le quotidien d'une artiste à quelques semaines de son vernissage. Ici c'est plutôt simple, le truc que j'ai vraiment adoré dans ce film, c'est qu'on voit la figure de l'artiste être complètement démystifiée. Dans ce film, l'art peut être un travail comme un autre. Un artiste est seulement quelqu'un qui fait de l'art, pas juste un symbole ou nécessairement quelqu'un de torturé, plus complexe et plus intelligent que la moyenne, voué à son art comme il a pu l'être dans la majorité de son existence en tant que personnage au cinéma, notamment dans la plupart des biopics d'artistes connus. Dans Showing Up, l'artiste n'est qu'un être humain. Elle a donc ses défauts, ses affects et ses ressentiments, comme c'est illustré dans cette scène que j'adore, où la colère est montrée de manière très réaliste, donc ridicule, comme un caprice. Comme c'est le cas la plupart du temps dans la vraie vie, car sans bande son dramatique, plan serré sur le visage et maquillage au niveau des yeux, il est vrai que la colère se retrouve bien plus triviale et ridicule. Bref, j'ai pas énormément de choses à dire sur ce film, mais je vous le conseille rien que pour la manière dont il va représenter l'artiste. Asteroid City est le dernier film de Wes Anderson, réalisateur qui est, je pense, le plus connu du grand public parmi ce top. Je vais pas vraiment parler de l'histoire du film ou du style de Wes Anderson, qui est devenu au fil des années assez connu pour en devenir une trend TikTok, car c'est juste une scène en particulier qui m'a marqué par sa justesse et les sentiments qu'elle a réussi à me faire ressentir. Je vais remettre un peu de contexte pour expliquer, mais je pense que c'est uniquement en ayant vu le film qu'on peut comprendre ce que je vais dire. Voilà, je préviens. Au début du film, on suit O.J. Steinbeck et ses 3 enfants qui sont reçus dans un camp militaire et scientifique en plein désert à l'occasion d'une sorte de programme pour les enfants surdoués dont fait partie le fils Steinbeck. La famille se retrouve comme de nombreuses autres familles confinées dans ce camp à cause d'un événement quelque peu surnaturel, et à partir de là, l'histoire rentre parfaitement dans les codes du film de Wes Anderson. Ses acteurs fétiches sont présents, on retrouve évidemment le thème de l'enfance, de la famille brisée puis recomposée, et il y a évidemment énormément de personnages et de multiples intrigues qui s'entrecoupent, s'éloignent, puis se relient tout au long du film, qui se déroule durant plusieurs semaines. Arrive la scène en question, proche de la fin, où tout s'arrête. Steinbeck se réveille en fin de matinée, plus tard que les autres comme ça a été le cas lors des jours précédents, sauf qu'il réalise rapidement que tout le monde est parti. Le confinement est terminé et les familles ont tout simplement été autorisées à partir et ont donc fait leur bagage directement. Et à ce moment-là, j'ai ressenti une profonde mélancolie. Cette scène, ça m'évoque ce moment hors du temps qui est représenté dans le film et qui a une fin, comme toutes les bonnes choses. Ce sentiment de solitude et de mélancolie qui survient à la fin d'une colo, de vacances ou même une fête à moindre échelle, les amis et ou amours de 3 jours, une semaine voire un mois, avec qui ont été tissés des liens très intenses mais brefs et auxquels on repense pendant ce trajet du retour, avant de remonter dans la machine et que le cours des choses ne reprenne, que ces amis et ou amours ne restent que des souvenirs altérés, embellis par notre mémoire, et malheureusement voués à se mouvoir en un minuscule point électrique dans ce bazar qu'est le cerveau. La romancière, le film et le heureux hasard est un film réalisé par Hong Sang-soo dont je ne vais plus dire le titre en entier dans cette vidéo. Encore une fois, avec ce réalisateur, si on cherche de la simplicité, un naturalisme extrême, on est servi. À première vue, quand on regarde un Hong Sang-soo, on pourrait se retrouver déboussolé, car la plupart des scènes, c'est des plans larges sur des gens qui discutent, en plan séquence de plusieurs minutes, avec pour seul effet de mise en scène de légers mouvements panoramiques et des zooms. Il n'y a pas ou peu de champ contre champ, de raccords dans l'axe, de raccords regard, car la caméra ne prend jamais la place d'un personnage. Alors, avec aussi peu d'artifices utilisés par Hong Sang-soo, le spectateur non préparé pourrait ressentir de l'ennui. Sauf que, pour citer Jean-Marie Straub, chaque spectateur est responsable de son ennui. Et le coréen s'inscrit évidemment dans la lignée du français, ce qui se ressent dans sa manière de tourner ses films. Il parvient à faire ses films avec un budget très serré, grâce à plusieurs astuces. Par exemple, il n'y a souvent pas plus de 8 personnes présentes sur ses plateaux, et le tournage s'étale sur une dizaine de jours seulement. Pour l'écriture du scénario, c'est Hong Sang-soo lui-même qui écrit chaque matin le script du jour en s'inspirant d'éléments autobiographiques. Grâce à ça, Hong Sang-soo réussit à faire ses films avec un budget de seulement 50 000 €. À titre de comparaison, Voyage en Italie, film dont j'ai fait une vidéo que je vous invite à aller regarder, et qui s'inspire clairement de la méthode du coréen, a nécessité un budget de 1 million €. Et encore à titre de comparaison, un blockbuster récent comme Napoléon, lui, a nécessité un budget de 200 millions €. Les films d'Hong Sang-soo prouvent bien que le budget, il n'est pas proportionnel à la qualité du film. Ce dispositif de tournage très atypique, il est mis en abîme dans la dernière partie du film, quand la romancière décide de réaliser un film et explique son processus atypique. Elle dit « Je ne veux pas faire un documentaire », mais elle dit également « L'histoire ne sera pas fermée au réel ». Donc il ne s'agit pas de simplement capter le réel, mais de le reproduire en utilisant des procédés. La chose que j'adore le plus chez les films du réalisateur coréen, c'est à quel point les dynamiques qui existent entre plusieurs personnes ayant une conversation, elles sont justement retranscrites. Pour ça, il utilise, comme je l'ai dit plus tôt, énormément de plans très ouverts sur les différentes personnes prenant part à une conversation, et ce parti pris artistique qui continue d'assumer depuis ses débuts offre une plus grande liberté au spectateur. On peut choisir de regarder où on veut, qui on veut, dans une conversation, pas nécessairement celui qui agit. Et ça force aussi les acteurs à jouer de manière plus totale, car il n'y a pas d'hors-champ. Filmer tous les personnages en même temps, ça permet aussi de montrer les sentiments qu'ils essaient de dissimuler. Un malaise, un mensonge, de l'hypocrisie, etc. Ce qui importe Hong Sang-soo, c'est le corps, les acteurs et la façon dont leur jeu est presque rendu réel par le dispositif de tournage. Une scène du film qui appuie cette thèse, c'est ce plan sur la romancière, observant l'horizon dans la tour. Le paysage est surexposé et il est donc impossible de voir ce qu'observe le personnage. Car pour Hong Sang-soo, ce qui importe ce n'est pas ce que la romancière observe, mais
comment elle l'observe et comment son corps y réagit. J'adore également que, comme dans Voyage en Italie, il n'y a pas d'introduction aux personnages. On arrive à un moment donné de leur vie, presque choisi au hasard, et on ignore la relation entre les persos. Encore une fois, ça encourage l'imagination chez le spectateur, et c'est entre autres pour ces choix-là que j'aime le cinéma de Hong Sang-soo. Je le qualifie de cinéma ouvert. C'est au spectateur de choisir ce qu'il regarde, comment il l'interprète, et donc ce qu'il en conclut. La romancière, le film et le heureux hasard, c'est donc pour moi un des meilleurs films de l'année, de par son caractère atypique et les sujets qu'il relève. L'art doit-il montrer du réel, ou doit-il permettre de s'échapper du réel ? Aftersun a été réalisé par Charlotte Wells et ça raconte l'histoire d'un père et sa fille en vacances, tout simplement. C'est un scénario qui peut paraître très simple à première vue et franchement il l'est. Là où selon moi le film réussit, c'est qu'il prend à contre-courant tous les autres films de vacances. Il est montré dans le film tous les moments très courants pendant les vacances où on ne fait pas grand chose à part se reposer ou jouer. Ces moments paraissant anodins fonctionnent très bien pour permettre de comprendre la relation entre le père et sa fille. Là où un film de vacances ordinaire obéirait à des règles basiques et surexploiter le scénario avec une situation initiale, un élément déclencheur jusqu'à un dénouement ou je ne sais pas quoi, laissez-moi tranquille, je ferai jamais d'études de cinéma. Ici, Aftersun propose une narration assez déstructurée, des souvenirs qui se succèdent, plus ou moins longs, qu'on croit presque choisis au hasard. Tout est très subtil et pourtant très touchant, je pense notamment à ce plan qui m'a marqué malgré le fait qu'il dure uniquement quelques secondes, où le bras de la fille effleure celui du garçon, ce qui ramène directement aux premiers amours de vacances. Et en fait, je vous ai menti, le film raconte pas simplement des vacances entre un père et sa fille, car on se rend compte tout au long du film que ce qu'on voit, c'est un peu le film des vacances que chaque papa faisait avec son caméscope, et c'est la fille qui, une fois adulte, revoit ces images pour essayer de comprendre ce qui a pu mener son père à suicider une fois seul après qu'elle soit rentrée de ce voyage. Il y a donc évidemment le thème de la parentalité qui est abordé, de l'entrée dans la vie adulte aussi vu que le père semble avoir eu sa fille assez jeune, mais surtout le regard que porte l'enfant sur l'adulte, une sorte d'image idéalisée qui doit tout savoir gérer sans souci, image que l'on finit par déconstruire, une fois adulte, en se rendant compte qu'il n'en existe pas. La montagne a été réalisée par Thomas Salvador, qui joue également le rôle de l'acteur principal dans ce film, qui raconte l'histoire de Pierre, un ingénieur parisien qui, lors d'un voyage d'affaires dans les Alpes, se retrouve attiré par la montagne. Et alors là, je vais vous étonner parce que La Montagne, c'est un film avec un budget assez faramineux, un rythme effréné et une mise en scène assez Ah non, en fait, pas du tout. La Montagne, comme la plupart des films de stop, mais vous allez vous y faire, c'est un film naturaliste, mais qui dénote avec le reste de ce classement par son aspect presque science-fiction. Parce que oui, ça gâche un petit peu la surprise voulue par le film, mais Pierre va trouver des petites créatures étranges dans cette montagne, ce qui provoque des séquences assez proches d'un film expérimental. Mais il n'est pas pour autant un film fantastique, car son réalisateur, comme dans son premier film Vincent n'a pas d'écailles, cherche à traiter des phénomènes surnaturels de manière naturaliste, et c'est ça que j'ai trouvé super atypique et intéressant. La mise en scène, elle est vraiment simpliste, proche d'un documentaire d'alpinisme par moment. Les dialogues y sont également représentés de manière inconfortable, gênante, soit par volonté de naturalisme, ce qui montre que les dialogues de la vraie vie sont bien souvent moins théâtraux que dans la plupart des films, ou peut-être pour créer une opposition entre les relations du personnage principal avec les autres humains, et le silence de la montagne, symbole de sérénité pour Pierre. Comme je l'ai dit plus tôt, La Montagne peut être considérée comme un film de science-fiction en raison de la présence de petites créatures atypiques dans les grottes de la montagne, qui sont d'ailleurs représentées à l'aide d'effets spéciaux sobres et assez ingénieux car plausibles et crédibles dans un univers réaliste. J'ai également aimé le traitement atypique de son rapport à la montagne qui n'est expliqué à aucun moment, ce que les autres films auraient cherché à faire à tout prix. Le film, il m'a également fait penser par moments à Il Bucco, un excellent film sorti en 2022, dans sa façon d'exploiter la physique à un lieu naturel pour créer des images uniques et atypiques. Bref, j'en parle pas énormément parce que je pense qu'il faut le découvrir sans savoir grand chose, mais La Montagne, il est vraiment atypique dans sa façon de mêler naturalisme et science-fiction. On passe au top 3 et pour Anatomie d'une chute réalisé par Justine Triet, je vais juste vous rediriger vers ma vidéo que j'ai fait il y a quelques mois à sa sortie, qui je pense décrit beaucoup mieux le film que ce que je peux faire aujourd'hui. Numéro 2, Voyage en Italie, bon bah c'est pareil, j'ai fait une vidéo dessus, donc voilà, je vous mets le lien en description ou en annotation. On passe tout de suite à selon moi le meilleur film de cette année. Désordre, réalisé par Cyril Chaublin, est pour moi le meilleur film de l'année. Il est en quelque sorte un biopic de Piotr Kropotkin, qui est l'un des principaux théoriciens de l'anarchisme. Ce que je trouve vraiment exceptionnel avec ce film, c'est à quel point il mêle son propos à sa mise en scène. Ce film, il montre un moment en 1877, dans un village en Suisse, où Kropotkin voit de ses propres yeux la mise en place d'un mouvement d'entraide anarchiste autour d'une usine fabriquant des montres. Et la mise en scène, elle respecte les valeurs anarchistes de plusieurs manières. Tout commence avec la première séquence, se situant 7 ans avant le début de l'histoire, où des bourgeoises, cousines de Kropotkin, discutent de son départ en Suisse. Ces dernières discutent de l'anarchisme et du nationalisme, se demandant qui des deux l'emportera. Et c'est cette opposition qui sera montrée tout au long du film. Mais un détail qui permet d'opposer ces bourgeoises aux prolétaires anarchistes qu'on verra plus tard dans le film, c'est que les aristocrates, bien qu'ayant une conversation assez proche les unes des autres, ne partagent aucun plan de caméra, à l'inverse de quasiment toutes les séquences représentant les anarchistes, constituées de plans très larges, mettant tous les personnages et toutes les conversations à égalité. Comme cette scène dans le bar où Kropotkin, qu'on pourrait pourtant penser comme personnage principal, n'est pas spécialement plus mis en avant qu'un figurant. Le fait que le film ne soit pas centré sur lui, mais sur tout l'environnement autour de lui, défend la thèse
thèse constructiviste que l'on est influencé constamment par l'environnement autour de nous. Et ce n'est pas uniquement le penseur qui va définir un mouvement comme l'anarchisme de son seul génie, mais surtout en se nourrissant des expériences des autres personnes qu'il a rencontrées. C'est illustré verbalement lorsque la phrase « je ne suis pas protagoniste » est répétée par plusieurs personnages. Ce film, c'est donc une ode à ce mouvement anarchiste précis en Suisse qui a servi à Kropotkin d'aider à en théoriser les bases. C'est l'entraide, l'unité, la vie qui compte, en opposition au patriotisme qui lui désire l'exclusion des autres. C'est représenté lors de cette scène où se concurrencent deux concours. Le premier, organisé par les anarchistes, propose comme gain une photographie, ça représente la mémoire, la vie. Alors que le deuxième concours, proposé par les patriotes, il offre au vainqueur un fusil. Bon, il n'y a pas plus équivoque qu'une arme pour représenter la mort. Les conditions de travail inhumaines des ouvriers sont montrées avec une précision folle. Il y a vraiment un respect du travail minutieux pour fabriquer ces montres. Et lors de ces séquences, le film il emprunte presque à la forme documentaire. On voit les ouvrières qui sont constamment recroquevillées sur leur table, alors que les directeurs, ils sont eux debout, pour les surveiller et exercer une pression sur eux. Le directeur général, qu'on ne voit d'ailleurs jamais travailler vu que la machine tourne par elle-même, il ne voit plus en eux des humains, mais uniquement des chiffres, du rendement. Et lorsque certaines ouvrières participent à des mouvements de contestation, comme par exemple cette technique qui consiste à travailler de plus en plus lentement, il les interdit de travailler à l'usine. Ah non, encore pire. En fait, elles sont autorisées à travailler, mais en prison à la place. Cette obsession avec le temps qu'a le capital, elle est aussi représentée lors de toutes les scènes à l'usine, où il faut perdre le moins de temps possible pour produire de plus en plus. D'ailleurs, le salaire, il est en rapport avec le rendement. Ils sont payés à la pièce, l'un des principes du taylorisme, qu'on peut aujourd'hui évidemment rapprocher de l'ubérisation des marchés. Les livreurs Uber Eats, par exemple, et je suis très bien placé pour le savoir, sont en réalité payés à la pièce, et n'ont pas de salaire horaire fixe. C'est un retour d'un siècle et demi en arrière, et c'est pourtant applaudi par tous les libéraux. C'est étrange. Tout est subtil dans ce film. Par exemple, pour montrer qu'une usine est gigantesque, on va pas faire un plan au drone qui va montrer sa grandeur, mais on va plutôt évoquer les nombreuses portes numérotées qu'elle contient. J'ai également aimé le détail que ce soit les policiers qui soient chargés de régler les horloges. Ils sont les forces de l'ordre, et donc doivent s'occuper de s'assurer que la machine fonctionne bien et sans retard. En parlant d'horloge, j'ai trouvé ça passionnant que le village possède 4 heures différentes. Une heure locale, une heure municipale, une heure d'église et une heure d'usine. Les 2 premières heures, elles montrent je pense les 2 volontés assez paradoxales du capital. Garder la forme nationaliste, tout en s'ouvrant au marché international. Alors que les 2 dernières heures, elles montrent avec cynisme que l'usine est devenue plus importante que la religion. Et le fait qu'il existe 8 minutes de différence entre l'heure de l'usine et celle de la ville montre surtout que le temps n'existe plus et qu'il est devenu un outil aux mains du capital. La photographie du film elle est magnifique, elle donne l'impression d'avoir été influencée par la vie, par la lumière naturelle, à l'image de ce plan final où, lors d'un panoramique latéral, on passe d'un chronomètre, accroché à un arbre, à la forêt dans laquelle se trouve cet arbre flou. Ce plan, il montre que le vrai temps, représenté par la nature, le vent, finira par l'emporter sur le faux temps, l'outil artificiel du capital. Voilà, c'était mon classement des meilleurs films de l'année, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Je m'excuse pour les 3 mois d'attente depuis ma dernière vidéo, mais bon, vu que j'ai un boulot à côté et que c'est pas vraiment le meilleur des boulots, c'est vrai que ça démotive parfois et que c'est dur de se mettre vraiment dans un rythme assez constant. C'est beaucoup plus simple quand on n'a pas à avoir de boulot à côté et qu'on est juste sur YouTube, mais bon, peut-être qu'à l'avenir ce sera ça. Cette année, je vais quand même essayer d'être beaucoup plus productif, essayer de diversifier aussi, pas faire que des vidéos sur des films, peut-être des fois sur des thèmes, peut-être des fois des essais sur des idées que j'ai, on verra ça. En tout cas, voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu et si c'est le cas, n'hésitez pas à aller vous abonner. Et je vous rappelle, pour la place 3 et 2 du classement, c'est des films dont j'ai déjà fait des vidéos. Donc il y a Anatomie d'une chute et Voyage en Italie. Donc je vous invite encore une fois à aller les voir. Salut. Cette année je tombe les portes malheureux. Je suis sur les quais d'Ivry. Je parlerai ni au tien ni au cop. J'écoute pas de K-pop, j'écoute du K-pop malheureux. Je pense à mon daron malheureux. Je suis devant l'ordi tout seul. Bob Glock, je suis les 5 rédots.